des jouets. Et juste là, un cinéaste français en train de les filmer. Une petite fille l'a remarqué. Pas surtout. Elle a remarqué qu'il avait quelque chose d'étrange dans ses yeux. Il s'est approché. Il a vu qu'il avait les yeux bleus. Mais il n'avait jamais vu des yeux bleus comme ça. Ah, mais alors, elle l'a suivi tout au long de la journée, comme s'il était son ombre. Et à un moment donné, elle n'a pas pu résister. Il lui a tiré de la chemise. Il a dit, mais monsieur, monsieur, de quelle couleur vous voyez le monde? Mais de la même couleur que toi, petite. Et qu'est-ce que vous en savez de quelle couleur je vois les choses, moi? El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados, manoseados, manoseados. Et l'histoire, c'est l'histoire de Mr. Taylor. Je vous parle en espagnol, vous n'allez rien comprendre. C'est l'histoire de Mr. Taylor. Mr. Taylor était un homme qui habitait Boston, dans un vieux édifice au dernier étage, en Green. Mr. Taylor passait tous ses jours et ses nuits à lire et écrire. Pour lui, prendre une douche, c'était une perte de temps totale. Manger juste assez comme pour pouvoir continuer à lire, dormir, corriger ses lectures. Mr. Taylor vivait de manière très rudimentaire et il n'avait pas un sou. Un soir, Mr. Taylor s'est réveillé au milieu de la nuit, tout en sueur. Il avait fait un cauchemar horrible. Il s'est trouvé dans la forêt amazonienne, enterré jusque-là dans un marécage, avec des vipères qui l'entouraient. Il est monté sur les corps des singes accrochés dans un arbre, puis les regardait, il lui lançait des cris stridents dans une ambiance humide, des insectes comme ça, comme ça, dégueulasse. 3 jours plus tard, il est parti. Il a pris son sac à dos, il est parti vers le sud. Il a traversé les Amériques, et un petit peu plus tard, quelques années quand même, il s'est trouvé dans un tout petit pays en Amérique du Sud, en Amazonie. Quand il est arrivé, au début, les enfants n'avaient jamais vu un homme blanc. Il tournait autour comme si c'était une bête bizarre. Il lançait des roches, il tirait la langue, il faisait des grimaces. Les autres personnes, dans un laps de temps relativement court, se sont habitués à sa présence. Ses vêtements extravagants, il y avait des jeans, une chemise à carreaux. Cet homme-là, qui était-il? En tout cas, il avait les yeux bleus et un accent étranger. Alors, les présidents et les ministres des Affaires étrangères les traitaient de manière particulièrement respectueuse, histoire de ne pas provoquer des conflits diplomatiques. Mr. Taylor, bon, il s'était installé là, dans cette vie simple qui lui convenait très bien. Son contact avec les aborigènes était minime, mais juste assez comme pour pouvoir construire une cabane pour s'abriter. Chose qu'il a faite. Il s'est installé une hamac, et là, il dormait.
Un soir, Mr. Taylor s'est couché. Et il s'est réveillé au milieu de la nuit et la marque, en sueur. Il avait fait un cauchemar horrible. Il s'est trouvé dans la forêt amazonienne, enterré jusqu'au... C'était le même rêve qu'à Boston. Mais là, il était dans la forêt amazonienne, presque 3 jours plus tard, le temps de s'équiper. Il s'est pointé. Et là, à l'orée de la forêt, il a décidé de la pénétrer pendant, malgré la peur qui lui habitait. Mais il a fait le premier pas. Et là, une beauté, une étrangeté bruyante, il a marché, et marché à travers cette dense végétation, étant tout danger. Et tout à coup, il a vu 2 yeux d'aborigène les fixer. Un frisson l'a parcouru la colonne vertébrale, il a fait comme si de rien n'était. Ce qui n'a pas empêché à l'aborigène de faire un vol, lui intercepter le chemin et dans un anglais horrible de lui dire « Barret! Money! Money !» Il est resté bouche bée, gelé, en plus il n'avait pas un sou. Regardez la tête réduite que l'aborigène avait. Regardez l'aborigène. Et l'aborigène n'a pas trouvé meilleure chose que lui donner la tête en calot. Il avait l'impression qu'il s'était mal exprimé, qu'il n'avait pas compris vraiment. Mais c'était l'autre avec ces trucs tout rugueux d'encaissement et poilus. Regardez l'aborigène. Il a fermé la tête réduite. Il est parti à sa cabane. Ce soir-là, il s'est couché sous son lac. Et il s'est mis à regarder et contempler sa curieuse acquisition. Il a touché cette botte rugueuse. Il a compté un par un les poils de ses cils, de ses sourcils, de ses cheveux. Et à regarder, il avait les yeux ouverts. À regarder l'expression de ses petits yeux qui semblaient lui sourire. Comme si elle remerciait particulièrement l'attention. Mr. Taylor, normalement, aurait pu se dédier pendant des heures à la contemplation. Mais cette fois-ci, il s'est vite ennuyé et pensait à son oncle. Oui, son oncle qui habitait New York et qui, depuis sa plus tendre enfance, avait été attiré par les manifestations culturelles des peuples latino-américains. Alors, le lendemain matin, il a fait un colis, tout petit. Il est allé à la poste. New York. Une semaine plus tard, il a reçu une lettre de son oncle. Il remerciait particulièrement cette initiative et profitait de l'occasion pour demander 5 têtes supplémentaires. L'histoire ne dit pas comment Mr. Taylor s'est procuré les têtes, mais il les a eues. Il a fait un colis un petit peu plus grand, bien soigné. Il est allé à la poste et il a fait l'envoi. 10 jours plus tard, Mr. Taylor a reçu une nouvelle lettre de son oncle, cette fois-ci demandant 10 têtes supplémentaires. Mr. Taylor, vraiment, il était content de pouvoir servir son oncle, retrouver le contact qu'il avait perdu. L'histoire ne dit pas comment il s'est procuré les têtes, mais il les a eues. Il a fait un beau paquet, colis parfait, il est allé à la poste. Mais un mois plus tard, l'oncle il a envoyé une nouvelle lettre demandant cette fois-ci 20 têtes supplémentaires. Mr. Taylor a commencé à soupçonner que celui-ci
était un geste patriotique qui enrichirait rapidement à la communauté. Les autorités gouvernementales, ils ont vu tellement d'avantages dans cette proposition qu'en 3 jours, on proclamait un décret exigeant au peuple l'accélération de la production des têtes humaines réduites. Et les commerces ont commencé. À New York, les têtes ont eu une popularité incroyable. Au début, seulement les familles les plus aisées pouvaient se procurer les têtes. Vous connaissez la démocratisation. En quelques semaines seulement, même les maîtres d'école pouvaient les acquérir. Et tout allait si vite que bientôt, un foyer sans tête était considéré comme un foyer raté. Par la suite sont arrivés les collectionneurs, avec les collectionneurs les contradictions, genre qu'avoir 17 têtes c'est de mauvais goût, mais 11, la classe. Oh, il y a dans la tribu, les choses ont tellement prospéré qu'autour du palais législatif, on avait construit une petite trottoir sur lesquels s'étaient emmenés les membres du Congrès avec leur bel plumage et tout en roulant dans des bicyclettes que la compagnie les avait offertes. Et le temps a passé. Mais les temps ne sont pas toujours prospères. La pénurie. Eh oui, la première pénurie des têtes est arrivée. Pourquoi? Non, parce que les simples morts n'arrivaient pas à répondre à la demande. Alors pour compenser, il a fallu prendre des mesures héroïques. C'est ici qu'on a établi la peine des morts. Les juristes ont déterminé que n'importe quelle faute serait considérée comme un délit et les coupables condamnés au mur de fusillade ou à la pendaison selon la gravité. Mais cela signifiait que n'importe quelle erreur pouvait être considérée comme un délit. Si par exemple quelqu'un se promenait dans la rue et disait « Oh, il fait chaud aujourd'hui !» et que thermométralement, on pouvait prouver que la chaleur n'était pas si élevée, on cherchait une petite taxe et on passait à exécution. La tête allait à la compagnie, les corps et les membres à la famille. Grâce à cette mesure, le commerce a repris son envol. Dans la tribu, les choses avaient tellement amélioré que petit à petit, on commençait à sentir vraiment c'est quoi vivre un apogée économique. C'était extraordinaire. Et ça s'est manifesté par la construction de petits trottoirs un petit peu partout. Et là, s'est promenée la famille des députés, des membres du Congrès, du gouvernement, les enfants, et tout le monde roulait en bicyclette. Salut! On se retrouve à la rivière? Non, à la paillote! Ça roulait. Les gens étaient heureux. Et le temps a passé. Mais les temps ne sont pas toujours prospères. La pénurie. Eh oui, la deuxième pénurie des têtes est arrivée. Pourquoi? Parce que dans la tribu, il ne restait vivant que les membres du Congrès, des autorités gouvernementales et leurs familles. Mais comme à ce moment-là, Mr. Taylor était déjà rendu secrétaire privé du président constitutionnel, sans beaucoup d'efforts, il a pensé qu'il a trouvé une solution. Faire la guerre aux tribus voisines. Mais pourquoi pas les progrès? Et en 3 mois, ils se sont préparés et décapité la première tribu. Je ne peux pas vous expliquer la jouissance de Mr. Taylor de sentir sa domination s'étendre. Et dans cet élan, ils ont décapité la deuxième tribu, les progrès, et la troisième, la quatrième. Les progrès se développaient si vite qu'il ne restait plus de tribus à qui faire la guerre. C'était le début de la fin. Dans la tribu, les petits trottoirs ont commencé à se détériorer.
Et à la pénurie des têtes s'est ajoutée la pénurie des bicyclettes et des joyeuses salutations entre les gens. À New York, malgré les excuses qu'on pouvait donner pour justifier la pénurie, on continue à exiger et exiger des petites têtes réduites. L'oncle était désespéré, les actions étaient en chute libre, et lui, il était complètement convaincu que son neveu allait trouver une solution. Comment remédier cette situation? Concrètement, je vous raconte, les embarcations qui, dans les meilleurs moments, arrivaient à tous les jours, avaient diminué à une par mois. Ils arrivaient avec n'importe quoi, des têtes d'enfants, des têtes des animaux, même des têtes fausses faites avec la peau des animaux. N'importe quoi. Jusqu'à ce qu'il n'y a pas eu du tout. C'était un jour sombre et gris qu'on a vu l'oncle sortir de la bourse de New York, abattu, la tête basse, étourdi par les cris et la panique de ses amis. Et là, il est arrivé chez lui. Il est monté à son appartement. Et là, un colis l'attendait, tout petit. Il s'est installé avec une sensation étrange. Il a ouvert. Quand il a reconnu les yeux bleus, une convulsion l'a propulsé vers la fenêtre et là, il a balancé la tête. Il a roulé, roulé, roulé. Quand j'habitais encore en Argentine, mon oncle était nommé ministre. El tío Coco ministro, no lo podíamos creer. Tío Coco. Dès qu'on a reçu la nouvelle dans la famille, on a décidé de faire un dîner. Et ces jours-là, on était tous au rendez-vous. Papa, maman, mon frère, ma soeur et moi. Bon, on a bien mangé comme d'habitude, mais on a surtout discuté. À la fin du repas, à l'heure du cognac, les votes étaient unanimes. On voulait tous qu'il nous emploie dans la succursale de la poste de notre quartier. On les chérissait particulièrement. Depuis des générations et générations que ma famille l'habitait. La poste, c'est le centre névralgique, non? Non? Bon. Alors, ça suffit, un coup de fil de papa à son frère, et une semaine plus tard, on était au poste, à la poste. La première journée, on est rentré de bonne heure. Bon, histoire de se faire à l'idée, un peu aux tâches quand même. Oh, et la journée était tellement fluide et efficace qu'on était convaincus que c'est un travail juste fait pour nous. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, papa était déjà à table avec son petit café derrière un journal. Et là, j'ai vu en première page. Correos y telecomunicaciones. La poste. Changement de direction. Une quantité d'éloges sur nos services à rendre fiers et enthousiastes n'importe quel travailleur. Et c'est ainsi que nous sommes partis à la poste pour la deuxième journée de travail. Et en après-midi, on a même reçu la visite de l'inspecteur de la maison mère. C'est maman qui l'a accueilli. Ben oui, elle aimait bien les tabourets, puis elle a donné un tabouret et l'a installé juste là, dans une place stratégique. Oui, parce que là-bas, il voyait parfaitement les 3 guichets. Ma sœur avait choisi les guichets de vente de timbres. Mon frère et moi, les guichets de colis. Papa, au centre, les guichets de virement. Maman était en arrière, coordonnait les trucs, et il s'est cherché des tabourets. Et demi, papa
est allé ouvrir les portes. Déjà, il y avait plein de monde, tous incrustés un petit peu comme ça, sur les vitres, comme des mouches, qui nous espiaient préparer l'affaire. Il a ouvert les portes. Assez vite, la poste était complète. Il faut avouer, les guichets de ma sœur étaient les plus jolis. Elle avait décidé qu'à chaque personne qui achetait un timbre, allait lui donner un ballon de couleur. Alors, par-dessus sa tête, c'était comme un nuage de couleurs, avec des petits ballons, des plus grands ballons, avec des ficelles, comme des gouttes de pluie qui tombaient autour de son visage. Et la première personne de la file était une petite dame, très âgée, rondelette, mais très coquette, avec du rouge à lèvres et des talons. Elle restait clouée d'étonnement avec son ballon rouge dans la main et les timbres humides qui s'enroulaient de l'index de l'autre. Ce sont les deux fillettes qui étaient en arrière qui ont réussi à la faire dégager. Mais la maman y avait compris parfaitement l'affaire. Elle a commandé un carnet de 50 timbres. La sœur a regardé son stock. Il a pris 5 gros ballons avec une main, 5 gros ballons avec une autre, et il les a donnés à une des petites filles. Dès qu'il les a pris, elle a commencé à s'envoler. Alors il a profité pour donner à l'autre. Il a décollé du sol. Et alors la mère, comme s'il avait 2 ballons, elle est partie, un peu en dansant, un peu en volant. La troisième personne de la file était un jeune homme, tout habillé en noir, tout en cuir, avec une coiffure fantastique. Il était un jeune peintre. Lui, il a refusé catégoriquement son ballon. Ma sœur l'a chicané tellement que lui, il s'est fâché, il a sauté, paf, il a pété 3 ballons. Et dans la file, les gens ils ont commencé à faire des commentaires. Mais papa, à ce moment-là, il haussait sa voix. Lui avait décidé de travailler tout en chantant. Ses tangos préférés, enfin un grand public. San Juanito antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundas. ¡Acérquese, señora! Tu melena de novia en el recuerdo. Il avait préparé un plateau d'empanadas de carne. Est-ce que vous connaissez les empanadas de carne? Oh, c'est super, hein? Des chaussons de viande. Mettez beaucoup d'oignons, c'est ce qui le rend juteuse. Et aussi, il avait préparé un plateau avec des petits verres de cognac et des aguardiente. Lui, il offrait à chaque personne qui faisait un virement d'une partie de son salaire à la parenté habitant à l'étranger une gâterie. Cette fille-là était la plus convoitée. À la fin de l'avant-midi, dans la poste, on dansait déjà, à l'unisson de la voix de mon père. Sur paredón y después, no mi señora, sur una luz de almacén, un coñac. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera y esperándote. Dans le guichet de virement, non, dans le guichet du colis, étions mon frère et moi. C'était mon frère qui recevait les paquets. D'abord, il les couvrait de goudron. Et ensuite, il me les donnait à moi. Moi, j'avais préparé un seau rempli de plumes. Plongé des paquets pour les déposer sur le comptoir. Et je l'ai montré aux clients. Et regarde, on ne voit pas les fils, ni la cire à cacheter si ordinaire. Et regarde, c'est le nom du destinataire. Et comme sous l'aile d'un cygne, c'est joli, non?
il faut dire que ce n'était pas tout le monde qui partageait notre enthousiasme. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que c'était un succès total. Parce que la succursale était remplie, mais remplie des gens. Et ça venait de partout de Buenos Aires. Vous pouvez le constater par les adresses des expéditeurs. Il y avait quelques curieux aussi. À la fin de la journée, la tumulte était telle et la police est arrivée. Ah, hein? Le troisième à cheval. Nous, à ce moment-là, maman a réagi de la manière la plus jolie. Elle est montée sur un petit tabouret et s'est mise à lancer des petits avions de couleur. C'était avec les télégrammes et les lettres recommandées. La police n'a pas apprécié. On a décidé de partir dignement, tout en chantant l'hymne national argentin. Oíd mortales, el grito sagrado. Libertad, libertad. Quand j'ai vu une petite fille pleurer à gros sanglots, elle était restée sur la file des bancs de timbre en regardant les ballons. Libertad. Écoutez, mortels, les cris sacrés. Liberté. Quand elle est née, son pays était en guerre. Une guerre sale, obscure. Partout dans la ville, il y avait des banderoles accrochées aux édifices annonçant El silencio salud, el silencio salud, el silencio salud, el silencio salud, el silencio. Le silence, c'est la santé. Silence. Silence pour la parole, mais pas vraiment pour les fusillades. Dans ces pays, depuis que l'état de siège avait été proclamé, les gens marchaient libres. Merci beaucoup. Dans la vallée du Cusco au Pérou, avait un champ de patates incroyable. Là, dans ces champs-là, les patates poussaient, grandissaient, les plantes étaient toutes belles. Il faut savoir que les patates sont originaires du Pérou. Alors, la terre est très habituée, elle se marie très bien avec les patates, elle est juste parfaite. Pourquoi vous pensez que les patates viennent d'ici? Ah non, non, non. Ici, c'est Parmentier qui les a amenées. Vous savez, il y a un archi Parmentier. Là, c'est pas au Pérou. C'est ici. Il y a même une station de métro Parmentier à Paris. Ça, c'est grâce à lui. Parmentier a été emprisonné pendant 3 ans, il a survécu grâce aux patates. Il a convaincu à Louis XVI de cultiver les patates ici. Et pendant des années, les Français ne voulaient pas manger les trucs qui poussaient du sol. Peut-être était un peu sale, je ne sais pas. Mais ok, on est au Pérou et les patates, ils poussent. Tout est pareil. Parce que ces champs-là, il faut dire que les cultivateurs, sûrement, avaient quelque chose à voir. Ils les soignaient particulièrement. Et ces champs-là, tout le monde qui habitait aux alentours admirait ces champs de patates. Il était tellement beau que souvent il y avait des vols. Les cultivateurs ne savaient plus quoi faire.
Puis il surveillait toute la nuit. Et dès qu'il s'endormait, ciao, patates. Les patates disparaissaient. Un jour, il a décidé de tricher. Il s'est couché entre 2 rangées de patates. Et là, il a simulé le sommeil. Tout en ronflant un petit peu, il a gardé un œil semi-ouvert pour guetter les voleurs. Mais la nuit a passé. La lune a eu le temps de faire toutes les tours du ciel. Et seulement, juste avant la levée du soleil, un resplendissement hallucinant l'a fait sauter quand il est retombé sur terre. Il était complètement aveuglé. Et quand il a réussi à récupérer la vue, il les a vus. Ce n'étaient pas des voleurs, c'était des voleuses. Il s'est mis à taper dans tous les sens jusqu'à ce qu'il soit parvenu. Clac! On a attrapé une étoile. Les autres ils sont partis en rafale vers le ciel. L'étoile prisonnière a promis à l'homme de retourner toutes les patates. Il a surtout supplié: ne m'oblige pas à vivre sur Terre. Non, non, pas sur Terre. Je te promets, je te retourne toutes les patates. Mais l'homme, il ne l'a pas lâché. Il l'a amené chez lui. Il a couvert sa luminosité avec une petite laine et il est parti travailler. Pas vraiment tous les jours. Et il est arrivé en fin de journée. Et ces jours-là, quand il a ouvert la porte, il était complètement aveuglé. La brillance de son étoile l'a complètement allumé. Sa lumière l'a réchauffé, il est tombé. À cet instant même, il est tombé aveuglément en amour avec l'étoile. À l'étoile, ça l'a pris un petit peu plus de temps. Le temps de goûter aux recettes de patates de l'homme, et aussi de savourer ses baisers, quand même. Et ses câlins. Ils sont vécus très heureux. Pas sauf quand ils mangeaient du brocoli. Un jour, l'homme est rentré à la maison. Il n'a pas tout à fait fermé la porte. Il va savoir pourquoi. Mais l'étoile, ces jours-là, il s'est faufilé, s'est échappé vers le ciel. Le cultivateur est sorti en courant derrière l'étoile. Il était déjà trop loin. Mais juste à ce moment-là, il y avait un oiseau énorme qui passait par là. C'était un condor. C'était son ami. Et le cultivateur, il lui a demandé de l'aide. Alors, il a monté sur son dos et ensemble, ils sont partis derrière l'étoile. La trajectoire a duré des siècles et des siècles. Bon, ils sont enfin arrivés au ciel. La première chose qu'ils sont trouvés au ciel, c'était un lac. Ça avait chaud. Ils se sont brûlés les pieds d'abord, et après, clac, ils sont plongés, nagés, et c'était les lacs du temps. Alors l'homme, quand il est sorti tout jeune, et avec la vitalité de la jeunesse, il est parti à travers la brume resplendissante de la Voie lactée à la recherche de son étoile. Il a halluciné l'homme, dans cette beauté, dans cette brillance. Comment il allait reconnaître son étoile? C'est son cœur qui l'a dit. Et comme une boussole, il l'a trouvé. Il est allé à sa rencontre, et une fois face à face, c'est l'homme qui a supplié à l'étoile de l'accueillir. Et l'étoile a accepté. Il a trouvé un petit coin du ciel où vivre ensemble, et ils se sont installés. Mais désormais, c'était l'étoile qui partait travailler à tous les soirs. C'est avec ses cercles pour illuminer la nuit de l'univers. Et à tous les matins, elle revenait avec des patates et d'autres aliments terrestres qu'elles avaient cueillis dans les greniers de la terre. Ils étaient bien heureux, sauf quand ils mangeaient du brocoli.
Un jour, l'étoile a été convoquée en audience. C'était les maîtres du ciel qui l'attendaient. Le soleil et la lune ont explicitement exprimé les problèmes. Et ils ont dit: étoile, il est impossible de continuer à vivre ici. À chaque dispute familiale, tu t'éteignes complètement. Mais que l'on se réconcilie. Il est vrai, quand vous vous réconciliez, tu multiplies ta splendeur. Mais nous ici, dans le ciel, on ne peut pas se permettre des sursauts semblables. Alors, nous sommes prêts à renoncer aux patates qu'on aime tellement. Mais toi, il faut que tu choisisses entre deux possibilités. Une, déménager des galaxies. Deux, quitter l'étranger. L'étoile, c'était un petit peu quand même. Il est parti dans son petit coin du ciel. Ça nous arrive, hein. On ne dit pas toujours les choses. Elle n'a rien dit. Son amoureux. Toujours est-il qu'elle partait travailler et revenait, partait travailler et revenait, partait travailler et revenait, partait travailler, et un jour, elle n'est pas revenue. Ni le lendemain, ni le surlendemain, ni le sur, n'est jamais revenu. L'homme, seul et affamé, il a commencé à déambuler à travers la brume froide du ciel à la recherche de son étoile. Il lançait des cris. Estrella! Estrella! C'est le condor qui l'a entendu. Et lui est venu le chercher. Il l'a mis sous son aile et l'a amené sur terre. Une fois arrivé au village, la rumeur de son aventure, elle avait tout parcouru. Mais l'homme est tombé malade, un malade d'amour. Les guérisseurs du coin et du loin venaient le voir, mais lui, il n'ouvrait pas la bouche. Ni pour manger, ni pour dire un mot. C'était le condor qui racontait son histoire, mais tout le monde le prenait pour un fou. C'est le condor qui racontait son histoire, mais personne ne les croyait. Il est mort. L'homme est mort de peine. Les funérailles ont eu lieu comme ont lieu dans ces villages. Il y a une procession, et tous les villageois, quelques curieux, la suivent. Ça parcourt tous les villages jusqu'au cimetière. Il y a une cérémonie